Salut le micro-salon. L'année dernière, vous avez présenté beaucoup de choses. On vous avait annoncé nos nouveaux outils de création de look, les désormais fameux Diachromy et Diaphanie. Bon, un an plus tard, on a fait pas mal de chemin. On a proposé des prestations de look sur près d'une vingtaine de projets, dont Camelot, dont on a vu la conf juste avant. Juste une illusion, par exemple, de Nakache et Toledano, à pied d'œuvre de Valérie Donzelli, la série Paolo de Sébastien Marnier, entre autres. On a vendu nos outils à différents prestataires, tels que Before Post, M141, À la plage, l'image retrouvée, dont on vous parlera tout à l'heure. Par ailleurs, les outils sont disponibles sur notre store depuis le 11 novembre, avec des souscriptions qui démarrent dès 70 €. Allez donc sur alt-picture.com. Depuis la release, on a déjà vendu une centaine de licences à travers le monde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, Inde, Japon et j'en passe. On a aussi publié sur YouTube une série de tutoriels très chouettes qui abordent l'utilisation des outils, leur fonctionnement, mais aussi la philosophie qui se cache derrière la création de look. Last but not least, nous avons obtenu une reconnaissance importante, le prix de l'innovation au César Technique 2026 pour Diachromy et Diaphanie. Alors aujourd'hui, Martin Roux et Olivier Patron ont un programme chargé. On va essayer de vous expliquer à quel point le développement de look paramétrique nous permet de faire fi de quantité de problèmes techniques et de nous concentrer sur la création. On va essayer de vous montrer que face à la standardisation des images, ces outils rouvrent des espaces de décision, de discussion, décomposer une intention visuelle, en comprendre la mécanique et surtout la faire vivre tout au long de cette chaîne de fabrication. On va vous parler en particulier d'une série de Bruno Merle, Extra Lucide, qui a décroché le prix de la meilleure série au Festival de La Rochelle 2025 et sur laquelle la recherche de look engagée par Romain Carcanade et Kevin Straghietti a été prépondérante. Bon, il y a un moment, Paul Morin, qui s'en sort très bien aujourd'hui, va venir tirer sur ce rideau. C'est important de le dire. Et enfin, on vous parlera de travaux de restauration sur les films Esther Kahn d'Arnaud Desplechin et sur Selon Mathieu de Xavier Beauvois, puisque ces travaux ont été réalisés par l'image retrouvée à l'aide de nos outils et ça nous paraissait être un biais de discussion assez intéressant. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Martin Roux. Merci beaucoup Charles. Est-ce qu'on m'entend correctement? Ça va? Diachromy et Diaphanie, pour refaire un tout petit point, c'est donc des outils de look paramétrique. C'est des outils qui permettent de décomposer le comportement plastique de l'image en plein de paramètres réglables. Diachromy pour la couleur et Diaphanie pour la texture. C'est des outils qui travaillent dans des workflows color managés. Qui permettent du coup de donner beaucoup de liberté à la création de look et d'aborder des workflows complexes avec une certaine robustesse. Ils sont disponibles du coup sur notre site internet alt-picture.com et sur ce site, outre les informations sur les outils, vous pouvez trouver pas mal de contenu pédagogique, d'articles sur la color science et aussi une toolbox avec des outils plutôt destinés aux chefs opérateurs, aux étalonneurs pour visualiser des luttes, visualiser des looks, créer des palettes et on essaie de débunker un peu des questions de traitement de l'image et ça sera aussi l'axe de cette conférence parce que par ailleurs ce qu'on dit sur le développement de look est vrai pour nos outils, il est vrai pour d'autres superbes outils de développement de look. On pense notamment aux solutions de Baselight, Chromogène. Il y a aussi de plus en plus de plugins texturels vraiment très intéressants. Et donc nous, ce qui nous motive en tant que pâtissiens, c'est aussi l'amélioration des méthodes et des usages. Et donc on n'est pas uniquement campé sur la position de nos outils. Donc cette conférence, pour en venir à ça, ça s'appelle du coup le développement de look paramétrique, la solution à presque tous vos problèmes. Donc on peut le dire tout de suite, c'est pas tout à fait vrai. Hein, le look paramétrique ne résout pas presque tous les problèmes. Ça résout des problèmes dans le champ de l'image, mais les problèmes domestiques et tout ça, ça marche pas du tout. En revanche, ce qu'on veut dire par là, c'est que à cause de comment c'est positionné dans le workflow, c'est-à-dire que le look c'est dans le traitement de l'image et que le traitement de l'image a une position centrale dans le workflow entre la capture et l'affichage. Quand c'est opéré de manière saine, dans un workflow maîtrisé, avec des outils qui fonctionnent bien, en fait, il va y avoir une sorte de nettoyage un peu des problématiques, des faux problèmes annexes, qui peuvent être des problèmes de capture, la caméra qu'on utilise, tout ça, ou des problèmes d'affichage, SDR, HDR, tout ça, et qui, en tant que praticien, des fois,
génère de l'angoisse et génère surtout un accaparement des ressources intellectuelles pour régler les problèmes. Et donc, le look paramétrique, en ce sens-là, résout pas mal de problèmes, et c'est ça qu'on va aborder. Et donc, on va commencer par le premier cas d'étude, qui est donc la série Extralucide. Donc, Extralucide, c'est une série de Bruno Merle. C'est une série qui parle de Denise, qui est un personnage qui peut lire dans les pensées des gens depuis qu'elle est toute petite. Et donc Denise, pour elle, c'est compliqué, disons, la comédie sociale, parce que c'est comment faire avec le monde quand on sait ce que pense tout le monde. Et donc Denise est recluse chez elle parce qu'elle supporte pas les pensées des gens, et donc c'est les problèmes intimes de ce personnage-là. Donc il y a un argument fantastique qui est premier. Et donc, comme vous le voyez, il y a un look qui est très engagé. Donc si on fait un petit peu de bypass de ce look-là, on voit que c'est un look qui emporte très fortement l'image. On va continuer sur d'autres plans. Et c'est un look qui est unique sur toute la série et dans toutes les situations. Et donc là, qu'on a refabriqué d'ailleurs avec Diachromy, parce qu'il date d'une version antérieure des outils. Alors ce look, il est très puissant, donc, mais quoi qu'on en pense, il permet de, un petit peu de permettre le point de départ fantastique de la série, parce que du coup il y a un vrai décalage au naturalisme. Il stylise fortement le décor, qui est un décor quasi unique, parce que le personnage est reclus chez elle, et donc c'est vrai que ça le donne, disons, à voir de manière assez séduisante. On le redécouvre en permanence. Il y a des options de lumière qui sont très engagées et qui vont très bien avec ce look-là. Et puis c'est un allié important dans la direction artistique de cette série, qui est une série OCS avec un budget relativement maîtrisé, parce que, disons, ça fait un carcan assez resserré autour de la direction artistique, parce que c'est un look très engagé. Il a été fait avant la production de la série. Il a été visualisé évidemment sur le plateau tout au long de la série. Si on regarde un peu comment il se décompose, ce look, alors Diachromy permet d'afficher justement des éléments de compréhension du look. On voit qu'il y a une courbe de contraste qui est très prononcée, avec des shifts colorés qui sont très importants le long de cette courbe de contraste. Si on la compare d'ailleurs à une courbe film, disons, un peu standard, on va voir que en fait, une courbe film, c'est plutôt moins marqué que ça, notamment dans le pied de courbe, notamment dans les dominantes. Donc déjà, la première chose que permet le développement de look paramétrique, c'est de faire des looks très engagés, très, très robustes comme ça, un peu en hors-piste entre des choses qui sont franchement film ou des choses qui sont complètement digitales, mais avec une certaine robustesse, et d'exagérer des phénomènes qu'on veut produire, qu'on aime bien dans un rendu film, par exemple. Si on regarde le volume 3D, qui peut être visualisé aussi, on voit que... Alors, est-ce qu'on peut le faire un petit peu pivoter ? On a des couleurs qui sont très compressées, le rouge, le jaune, le vert aussi. On a des couleurs qui sont beaucoup plus digitales, d'une certaine manière, le cyan, le bleu. Donc il y a une forme d'hybricité de ce look, et ça, voilà, c'est permis par les outils de look paramétrique, où on peut faire ce que l'on aime, disons paramètre par paramètre, et pas aborder, disons, un look déjà préfabriqué. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, sur ce genre de série, on peut avoir des problèmes, des enjeux d'affichage multistandards, c'est-à-dire SDR, HDR, et il arrive même parfois sur des petites séries que ce truc arrive en cours de fabrication, de post-production, parce qu'il y a eu un achat à l'étranger, parce qu'il y a un nouveau diffuseur. Et dans ce cas-là, l'angoisse qu'on peut ressentir en tant qu'opérateur, c'est est-ce que mon look tient en HDR, est-ce que je peux utiliser mes LUTs quand même, et ça peut préoccuper beaucoup. Et donc du coup, la norme HDR, en fait, les normes HDR, c'est un standard de diffusion et des nouvelles possibilités de brillance et de saturation, mais en soi, ça n'a pas à nous imposer un look particulier. Et souvent, d'ailleurs, quand on parle de look HDR, en fait, on évoque des situations où, disons, le fait de s'empêtrer avec ces nouvelles possibilités fabrique une esthétique un peu curieuse, mais ça n'a rien à voir avec l'obligation de coller à quelque chose qui doit ressembler à quelque chose en particulier. Donc on va montrer la même image, disons, color managée de manière double, c'est-à-dire à la fois en SDR et en HDR. Alors, c'est à ne pas refaire à la maison, parce que ça n'a aucun intérêt, outre la curiosité technique. Évidemment, il ne faut pas visualiser simultanément du HDR et du SDR, parce que les différences de brillance, de points blancs et de choses comme ça
fait que les deux images ne peuvent pas être bien en même temps, c'est-à-dire perceptuellement, il faut s'adapter à un moniteur pour pouvoir l'apprécier. Par ailleurs, il y a aussi une différence donc, de point blanc entre une set télé grand public et la projection vidéo. Mais au-delà de ça, ce que raconte cet exemple, c'est que donc là, ce n'est pas une image SDR mappée en HDR, c'est deux images scène referred qui sont projetées, celle-là en Rec 709 et celle-là en Rec 2020, enfin en Rec P3 Limited, 1000 nits, donc Netflix pour le dire vite, et que donc le même look produit la même direction artistique dans ces deux standards, avec une forme de robustesse tranquille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème dans l'image HDR, on retrouve les mêmes propriétés plastiques, propriétés, disons, qui ont été déplacées à la taille du nouveau contenant, mais on retrouve les mêmes compressions colorées, les mêmes compressions de haute lumière, de basse lumière, et avec évidemment des informations de saturation en plus et des informations de luminance en plus. Si on regarde un scope d'ailleurs de ces deux images simultanément, on voit que du coup, on a un signal juste qui va prendre plus de place dans le scope de droite en HDR, mais qui a par contre le même profil. Alors, il y a effectivement beaucoup plus de place pour la haute lumière, et donc on peut se dire, il faut faire une déclinaison, une variation, disons, subtile de ce look pour l'affichage HDR, et donc on peut, par exemple, compresser les hautes lumières davantage. Ça va se comporter de manière complètement cohérente entre les deux images. Alors par contre, ça sera peut-être subtilement trop pour le SDR, mais on ne peut pas dire que le travail de réflexion, de construction de ce look est à rebâtir de zéro. La robustesse mathématique et la manière dont on travaille en scène referred et dont ensuite on projette vers les autres espaces fait que, en fait, il n'y a pas de véritable enjeu à s'angoisser sur la question du HDR. Et donc un look qui a été pensé intégralement en SDR, comme c'est le cas de celui-là, donc il n'y a pas eu pour Extra Lucid de version HDR, et ben, il va exister de manière totalement cohérente dans l'image, dans l'espace HDR. Et donc, si on repense à notre diagramme du début, déjà les problèmes esthétiques relatifs à des questions d'affichage, on peut considérer qu'il faut pas qu'elles nous mangent trop et que c'est pas des véritables problèmes. Un look bien bâti devrait se comporter correctement si on travaille dans un environnement color managé, sain et bien maîtrisé. Par ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de texture jusqu'à présent parce qu'il y a une texture qui est très légère sur Extra Lucid, mais on peut, ce qu'on dit sur SDR, HDR, on peut le faire la même chose sur la texture, donc on peut rajouter une texture un peu plus marquée pour l'avoir un peu davantage avec de la diffusion, de la halation du grain. Donc, Olivier va nous faire ça. T'as mis du grain là, Olivier? On peut s'arrêter là, donc on a mis la diffusion, la halation. Et de la même manière, bypass peut-être le... Voilà. Mettre de la texture, disons, en multi-standard d'affichage, c'est pas un enjeu non plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la reprendre parce qu'il n'y aurait pas des différences perceptives. Ça veut dire que ce n'est pas de nature à nous faire revoir intégralement nos options esthétiques. Et donc ça, c'est un principe de robustesse des workflows scène referred. Et d'ailleurs, on peut aussi aller pousser le jeu jusqu'à sortir de ces images qui ont été fabriquées tout ensemble de manière très maîtrisée en visualisant le look. Si on va chercher d'autres images qui n'ont pas du tout été faites en visualisant ce look, donc ça, c'est des images de test de HAL-Picture qu'on produit justement pour avoir des banques d'images. Elles n'ont pas du tout été faites pour ce look, c'est même pas la même caméra. Et là, on a appliqué la même texture, le même look, tout pareil. Et c'est pas on retrouve les propriétés plastiques de notre look. Donc d'une certaine manière, sur la question de la capture aussi, un look robuste libère plein de choses. Et d'ailleurs, on peut c'est pas la même caméra. On peut aussi regarder d'autres caméras sur les mêmes plans. Donc là, on vient de passer en Red Raptor. Vous connaissez ce jeu-là qui consiste à regarder plein de caméras. On est maintenant en Venice et les propriétés du look sont les mêmes. On pourrait pérorer sur les différences qu'on peut observer ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez que les enjeux d'affichage d'un côté et les enjeux de capture de l'autre semblent en fait des enjeux pas si compliqués,
et on peut pousser le jeu jusqu'à regarder la même chose sur des images tournées en 35 et scannées. Donc ça, c'est un plan tourné c'est un plan scanné de la même situation en 35, et le look fonctionne aussi dessus. Ceci étant, le 35, évidemment, conserve des propriétés plastiques qui sont celles du négatif. Et donc, pour avoir un truc qui est une identité parfaite, pour le coup, il faut appliquer des distorsions supplémentaires. Mais on voit qu'en tout cas, des outils de look paramétrique comme ça permettent d'envisager des workflows, des tournages hybrides, en fait, avec une facilité qui est assez grande. Et donc libère un champ de possibles pour les opérateurs, pour les étalonneurs, qui est un champ où vraiment on se ressent sur des questions qui sont des questions de direction artistique, et pas sur des questions de technologie qui sont en fait parfois un peu périphériques. Et donc cette question du 35 va nous amener justement à glisser sur une question qui est une question de restauration. Parce que depuis du coup 1 an, on a commencé à échanger avec l'image retrouvée Éclair Classique, qui a une antenne à Paris et dans d'autres pays, qui fait beaucoup de restauration, qui font exclusivement de la restauration. Et en restauration aussi, on a des enjeux très forts d'affichage, parce qu'on se retrouve à devoir afficher éventuellement en HDR des choses qui n'ont pas été pensées pour ça, et à devoir conserver des intentions artistiques de manière le plus précieusement possible. Il faut savoir que le film, même si il a une dynamique qui est très large, il n'a jamais été pensé à l'endroit de l'affichage pour être affiché en SDR. Le positif film, qui est vraiment indissociable de l'esthétique film, c'est pas seulement le négatif qui la contient, le positif en contient, disons, 50%. Le positif film, il est résolument SDR, enfin définitivement SDR. Et donc c'est un vrai enjeu en restauration d'adresser des demandes d'étalonnage HDR. Et donc si on fait ce qu'on sait faire d'habitude, on fait ça, c'est-à-dire qu'on prend un scan. Ça c'est un scan, donc ça c'est Estercan de Arnaud Desplechin, photographié par Eric Gauthier. Superbe film. Et on a aussi en exemple ici, Selon Mathieu, de Xavier Beauvois, photographié par Caroline Champetier. Une image correcte en SDR, un tout petit peu moins correcte en HDR. Et ce qu'on sait faire, c'est mettre une lutte film pour préserver les intentions qui sont les intentions de contraste d'origine, puisqu'on travaillait avec le doublé négatif-positif. Donc si on met une lutte film, c'est tout à fait correct en SDR et c'est n'importe quoi en HDR. C'est pareil, ne le refaites pas chez vous, ça n'a pas d'intérêt. Alors, la lutte, elle est samplée, donc c'est un décalque analysé du positif. On peut extrapoler des valeurs pour faire des luttes HDR. C'est pas si facile que ça, et ça produit des résultats qui ne sont pas, à notre sens, systématiquement satisfaisants. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut développer ce film dans un workflow color manager. Donc là, on a les mêmes plans développés en ACES. Donc on a un contraste qui est semblable, enfin je veux dire, encore une fois, modulo les spécificités d'affichage. On a une continuité d'aspect entre les deux plans. Mais par contre, on a un développement de cette image qui s'est fait sans positive, c'est-à-dire avec un développement ACES d'un négatif scanné. Et c'est un problème parce qu'il y a une bonne partie des spécificités plastiques qui sont dans le positif. Donc on voit des saturations comme le vert juste avant, qui sont un tout petit peu curieuses, en tout cas qui ne sont pas complètement en film, un contraste un peu plat. Enfin voilà. Donc en l'état, ce n'est pas satisfaisant. Par contre, on peut du coup poser là-dessus un look qui soit un look de positif, c'est-à-dire qui ne contienne que les spécificités plastiques du positif 35 mm d'une marque donnée. Donc on va charger justement une émulation de positif Kodak. Et là, d'un coup, on récupère une image qui a la bonne intention, c'est-à-dire avec ce modelé en plus qui fait la spécificité du tirage sur positif, ces compressions de saturation, vous voyez là le rouge, le vert sur la table, la manière dont les peaux deviennent un peu plus dorées, et dont le contraste semble tout de suite beaucoup plus juste. On se dit évidemment c'est ça l'intention d'éclairage de ces scènes-là. Regardez les verts, comment on a des verts qui passent d'un vert un peu acide à une espèce de palette entre le vert et le jaune. Et donc toutes sortes de choses qui en fait font la particularité du film et qui se comportent de manière tout à fait cohérente entre le SDR et le HDR. Donc là, si vous voulez, avec quelques valeurs d'étalonnage, on peut arriver à mener un double master sans trop de difficultés.
On peut aussi, encore une fois, considérer qu'il faut faire une subtile variation de look sur la version HDR. La paramétrisation rend ça tout à fait possible. Mais en tout cas, on a une continuité d'aspect et le HDR n'est pas une barrière esthétique, quoi. Je veux dire, et pour le coup, par contre, visualiser du film en HDR, disons aussi facilement, avec toutes ces propriétés plastiques, voilà, c'est pas si évident. Ce qu'on peut faire aussi, parce que c'est paramétrique, c'est justement revenir sur la question de la nature, disons, plastique de ce positif. C'est-à-dire que il nous est arrivé, alors notamment avec Caroline sur un film de Carax, mais de constater, parce qu'on a une copie de référence, que le positif ressemble pas complètement projeté avec un projecteur 35 à ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'il est un petit peu différent, soit parce que ça n'a pas été tiré sur Kodak et qu'on a tendance systématiquement à émuler des positifs Kodak, soit parce qu'il y a eu un geste de tirage particulier d'un laboratoire avec des intentions particulières, soit parce que c'est un positif aussi qui n'existe plus, il y a des générations de positifs successives, et donc du coup on peut vouloir reproduire un truc qui pour le coup qu'on constate en projection film et qu'on ne retrouve pas dans nos émulations, et donc pour ça, comme ce look de positive, il reste paramétrique, on peut faire des modulations assez facilement. Donc par exemple, il nous est arrivé justement de changer la couleur des hautes lumières parce qu'on avait un besoin ce qu'on constatait hein, sur un positif donné de haute lumière plus teintée. Et donc ça peut être fait assez facilement. Alors ensuite, comme c'est les hautes lumières, ça va marquer plus vite, si vous voulez, là sur l'image HDR que sur l'image SDR, mais il y a aussi un outil qui répond à ça, qui permet de compenser les très hautes lumières par rapport, disons, aux hautes lumières moins hautes. Donc on peut vraiment faire une émulsion, disons, voilà, assez fine, qui reproduit quelque chose qu'on aurait observé dans une projection film d'une copie témoin. Ça arrive aussi qu'on ait des enjeux de saturation, par exemple sur ce plan-là. On a des verres qui sont relativement vivants quand même. Sur des vieilles positives des années 70, on a des verres qui sont plus désaturés, plus froids, sans être des mauvaises copies. Hein, je veux dire juste des copies qui avaient une autre... Donc on peut faire tourner légèrement comme ça ce positif et épouser du coup des intentions de restauration vraiment de très près. Et voilà, il y a une autre question qui est assez intéressante, qui est la question du niveau de noir dans les restaurations, mais en fait aussi quand on fait du film en tournage aujourd'hui, c'est-à-dire que les lus de film ont un niveau de noir qui est relevé, parce que c'est ce qu'on obtient quand on sample du film, où il y a une légère transparence du noir de la positive. Mais il se trouve qu'ensuite la technologie de projection est totalement différente des projections numériques. Et en projection numérique, on a aussi des noirs qui sont un peu plus hauts, mais qui sont issus de la technologie des DLP. Et donc quand on fait un DCP avec des noirs relevés par la lutte film, projeté en DLP, en fait le noir est relevé 2 fois. Et donc on peut objectivement se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas ajuster le niveau de noir pour un master numérique DCP qui va durer encore des décennies et en tout cas au moins en discuter. Et donc avec cette paramétrisation-là, on peut, d'ailleurs on peut afficher la courbe très facilement, donc on peut faire bouger le point noir, disons de manière tout à fait enfantine, et choisir le niveau noir qui sied à un master donné. Et d'ailleurs, avec exactement la même esthétique de positive, faire une version avec un niveau de noir un tout petit peu collé pour les DCP, et une version peut-être un tout petit peu relevée pour le monitoring. Enfin, en tout cas, essayer d'ajuster au mieux le besoin esthétique en termes de positive. Juste pour faire conclure un peu, vous voyez que par rapport au diagramme qu'on avait au début, la centralité du look fait que c'est un endroit où on a vraiment beaucoup intérêt à utiliser des outils dont on pense qu'ils sont très réglables, très bien ajustés à ce qu'on fait. Non pas parce qu'on se fout de tout le reste, parce qu'il n'y a que ça qui compte, mais parce que si ça c'est vraiment, disons, fait avec adresse et surtout où tout le monde comprend ce qu'on fait et tout, en fait peut-être qu'il y a des choses qui étaient des problèmes qui en fait n'en sont pas vraiment, parce qu'en fait c'était juste la matérialisation de problèmes qui se situaient ailleurs. C'en est fini pour ça, on voulait juste vous dire que Alpicture continue du coup le développement de ces outils, diachromie et diaphanie. On a déjà sorti des nouvelles versions. On va probablement sortir aussi des nouvelles features dans ces outils, c'est-à-dire que par exemple sur le volet texturel, on n'a pas du tout fini le champ des possibles. Il y avait tout à l'heure une conférence de Zeiss sur des émulations optiques. Enfin, en fait, on peut faire plein de choses et on va rajouter des fonctionnalités dans ces outils-là. On pense aussi
à faire des outils un peu plus simples. C'est des outils qui sont pour le moment très très trapus, et je pense que notamment pour les chefs opérateurs en tournage qui sur leur laptop ont envie d'appliquer des looks, mais pas forcément de les modifier dans les grandes longueurs, des outils simplifiés, à mon avis, feront leur apparition dans la gamme d'outils qu'on propose. Et puis après, peut-être des outils adressés à des choses plus précises, notamment le travail qu'on a fait sur les fréquences spatiales fait qu'il y a des choses très bien à faire sur la texture de peau. La texture de peau, on a tendance à l'attaquer de manière un peu grossière quand il s'agit de faire des améliorations un peu cosmétiques. Et il y a des choses très très belles à faire sur des questions fréquentielles un peu fines. Et donc voilà, donc on continuera à sortir des outils pour améliorer nos propres usages et essayer de pédagogiser autour de ça le mieux possible. Et si vous avez des questions, on les prend avec plaisir. Oui, je me demandais, votre outil donc, sur les textures et les fréquences spatiales, si vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez pensé. Comment expliquer ? Il y avait un outil, il y a un outil qui fait ça pas mal, qui est le Texture Equalizer de Bezlight, ça s'appelle comme ça. Donc c'est une idée très simple et en plus qui est connue du son, c'est découper un ensemble en bandes de fréquences. C'est juste plus difficile de faire des fréquences spatiales que faire des fréquences sonores. L'idée, c'est que, en fait, peut-être qu'on peut d'ailleurs faire une démonstration. À chaque niveau de détail correspond en fait une bande de fréquence spatiale, c'est-à-dire que les cheveux, c'est une bande de fréquence spatiale qui est très très étroite, et ensuite il y a les éléments un peu plus gros, donc les pores de la peau par exemple, ou le contour des lèvres, ou quelque chose comme ça, qui est une bande de fréquence un peu plus épaisse, puis ensuite il y a vraiment les contours des traits du visage, puis ensuite il y a le modelé du contraste, enfin bref, et on est de plus en plus... Ah ben tiens, c'est très bien ça. Donc ça c'est les fréquences très larges, et ensuite on est de plus en plus vers des choses qui sont des masses, des contours, puis simplement le contraste global de l'image qui est c'est clair, c'est sombre, et c'est une très grosse fréquence spatiale. Et donc, ce que vous laisse faire l'outil, c'est la possibilité de gérer d'une certaine manière le contraste de chacune de ces fréquences spatiales, puisque si les fins détails sont moins contrastés, c'est-à-dire qu'on arrive à les isoler puis à les décontraster, ils sont toujours là, mais ils sont moins saillants. Et si inversement, juste après la bande de fréquence qui est juste après, elle est un peu plus contrastée, et ben les contours sont un peu plus présents, donc on a un peu de modelé, mais on a moins de piqué. Et en fait, en découpant ça en suffisamment de bandes, on se retrouve à pouvoir sculpter un peu l'image. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine une courbe de FTM. La FTM, c'est la fonction transfert de modulation. C'est donc la propriété d'un système optique, optique et capteur inclus, à restituer du contraste à différentes bandes de fréquences. Et donc, toutes les courbes de FTM de système optique réel sont comme ça, c'est-à-dire ça restitue très bien le contraste, puis ça s'affaisse, il y a un moment on n'est plus capable de séparer les choses. C'est normal, le capteur n'est pas capable de séparer, et l'optique n'est pas capable de séparer, et l'optique avant le capteur évidemment. Et en fait, on passe notre temps à modeler la FTM, nous en tant que chef opérateur. C'est-à-dire quand on prend une caméra piquée et qu'on y met une optique vintage, c'est qu'on a bien l'intuition qu'on a besoin d'affaisser notre courbe de FTM, sauf qu'on le dit pas comme ça, pour séparer moins de fins détail dans les hautes, enfin, moins distinguer les hautes fréquences. Ou quand on rajoute de la diffusion, ou voilà. Et du coup, là, l'idée juste, c'est qu'en fait, on va virtuellement dessiner une courbe de FTM qui correspond à la position des sliders, c'est-à-dire que la courbe est renversée, disons, horizontalement, mais vous allez pouvoir affaisser les très hautes fréquences, conserver les moyennes, mettre un petit bump dans les moyennes qui correspond en vérité à un truc qui existe en film, qui est l'acutance, qui est une accentuation de netteté très légère sur des fréquences moyennes. Et en tout cas, sculpter ça. Ou à l'inverse, produire des résultats qui sont non optiques, c'est-à-dire avec des basses fréquences qui sont moins bien restituées que des hautes fréquences. Et ça, c'est une esthétique qui a été un peu, découverte récemment. C'est-à-dire, si vous pensez à Inside Llewyn Davis, photographié par Bruno Delbonnel, il y a vraiment ce rendu-là, c'est-à-dire il y a une espèce ça fait une espèce d'esthétique un peu vaporeuse, c'est-à-dire qu'on a peu de contraste, mais on a du piqué. En plus c'est tourné en film, donc ça fait une image qui est assez complexe à la fin. Mais voilà, et donc c'est un champ de possibles très très vaste. Ça remplace pas les questions optiques de prise de vue, ça les complète. Des fois ça peut permettre d'aller vers des esthétiques qui sont précisément impossibles sans. Et voilà, et nous on aime bien la manière dont on l'a conçu parce qu'on n'a pas utilisé les mêmes algorithmes notamment que Bezlight.
qui utilise un modèle mathématique qui s'appelle une pyramide laplacienne, si vous voulez chercher un peu sur... mais dont la principale limitation, c'est que la bande de fréquence la plus fine, elle est limitée, en fait. Je veux dire, mathématiquement, on ne peut pas adresser des trucs qui font 1 pixel de large. Et bref, on a un contournement. Et donc, nous, la bande de fréquence, la première bande est très, très fine. Et ça, c'est très satisfaisant dans le fait de juste couper les poils de barbe de quelqu'un, poivre et sel, qui a une barbe un peu trop saillante, et de presque pas perdre de piqué dans les yeux ou des choses comme ça. Moi, je peux continuer encore longtemps, mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bonjour. Moi, je me posais la question, du coup, quand on a un look comme ça, avec aussi de la texture, comment ça s'applique à un tournage avec différentes optiques, différentes caméras, et le fait que les color science et même les optiques vont ajouter une teinte, quelque chose comme ça. Est-ce que ça va fausser le processus, du coup ? La teinte, comment dire, on peut pas, c'est pas de nature à fausser vraiment le processus parce que c'est pas différent d'un shift photométrique de la lumière. Je veux dire, quand vous sortez dehors, en l'espace d'un quart d'heure, il peut y avoir énormément de variations dans la couleur de la lumière et l'ensemble des optiques disponibles du marché, en fait, font passer, en gros, toutes les longueurs d'onde avec effectivement des très légères colorations, mais qui sont pas différentes de ce qui vous arrive dans le monde réel. Donc ça, c'est pas de nature tellement à fausser. En texture, évidemment, si vous avez, enfin, je veux dire, d'ailleurs, la texture est pas un truc qui se transporte aussi facilement, puisque précisément un système optique capteur, il a des propriétés texturelles données combinées, et on peut pas présumer que la même texture va vous produire le même effet dans des conditions différentes. Donc la texture, elle mérite d'être beaucoup plus souvent retravaillée. D'ailleurs, la perception texturelle, elle est aussi liée au contraste de l'écran ou de la technologie de projection, à la taille de la représentation, si vous êtes en 2K, en 4K, voilà. Donc la texture n'est pas quelque chose qui voyage avec autant de souplesse. Ce qui est vrai, c'est que elle ne change pas de nature fondamentalement si vous l'appliquez sur une autre source ou dans un autre dispositif. C'est la perception que vous en avez qui change de nature parce qu'elle vient heurter d'autres choses. Son comportement, disons, mathématique, lui, il est le même. Et donc voilà. Et donc du coup, je sais plus trop quelle était la question, mais sur la couleur, ça voyage plutôt très bien et sans trop de difficultés. Les différences de color science entre caméras, elles sont compensables dans la mesure de l'envie, c'est-à-dire qu'en fait, au fond du fond, les capteurs toutes les caméras se comportent un peu comme des colorimètres, et donc il y a quand même assez peu de différences fondamentales. Il reste des ersatz, des color science fabricants même à travers les IDT dans ACES, et on peut choisir de les écraser ou de les conserver. Voilà. Peut-être qu'on fera un outil là-dessus un jour, mais c'est pas vrai. Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je considère pas que ce soit absolument le nerf de la guerre. Et texturellement, évidemment, il y a plein de questions qui se posent. Mais il y a aussi des questions, et là, si je me lance là-dessus, je finis pas. Mais par exemple, la dynamique a beaucoup d'influence sur la capacité à générer de la texture, parce que quand on génère, par exemple, de la halation ou de la diffusion ou des choses comme ça, ou des choses qui sont relatives à des problématiques de luminance, la question, c'est jusqu'à où on a enregistré le signal. Et donc, en fait, le même effet de diffusion ou de halation appliqué à deux caméras qui n'ont pas la même dynamique ne va pas provoquer le même résultat, tout simplement parce que la valeur numérique résultante qui est écrite dans le fichier pour un point chaud sur une Alexa 35 et sur une Venice est juste pas du tout la même valeur numérique. Et donc, en fait, ça, pour le coup, l'envie d'émuler des trucs texturels pousse vers des caméras super capables et super larges en termes de capacité, parce que du coup, si on a toute la data, là on peut jouer. Si on a clippé, il y a des choses qu'on ne peut plus réinventer. Voilà. Après, c'est des questions un peu de geek, mais voilà. Bonjour. Je voulais savoir comment on peut visualiser ces choses-là en tournage. J'imagine que ces distorsions ne peuvent pas être intégrées dans une lutte, puisqu'on est assez limité dans les capacités de distorsion des couleurs dans la lutte. Est-ce qu'il faut sortir de la caméra, passer par un logiciel avant de revenir dans les moniteurs ? Non, la couleur, c'est pas un problème de la visualiser en lutte. D'ailleurs, le principal frein, c'est plutôt les conditions de visualisation dont on dispose en tournage, qui sont jamais excellentes. Enfin,
avant de reprocher aux luttes des trucs, faut avant plutôt se poser la question de les écrans sur lesquels on regarde et si on est en plein soleil ou pas. Oui, donc pour la couleur, la lutte, ça marche très bien, mais pour la texture, c'est effectivement un problème. On peut pas le voir directement sur le plateau. On a des pistes, on aimerait bien avancer là-dessus. Voilà, c'était juste pour préciser là ça. Mais de toute façon, il faut un ordinateur qui calcule quelque chose pour la texture. Je veux dire, à un moment donné, il faut inventer des pixels. C'est ça. Ça ne peut pas être fait dans la caméra. Sauf a réussi à faire, je veux dire, a inscrit cette fonction-là, mais c'est leur algo dans leur caméra avec leur électronique et tout. Je veux dire C'est dépendant de la caméra. Nous, ce qu'on aimerait, c'est quelque chose qui soit agnostique du fabricant de la caméra. Donc, on commencera peut-être par une dépendance à un logiciel existant, et on verra plus tard ce qu'on arrive à faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir faire. Observer la texture sur le plateau, c'est quand même vachement intéressant. On arrive au terme de la présentation. Charles, est-ce que tu veux conclure ? Tu nous disais tout à l'heure que le système était vendu déjà à l'étranger. Est-ce que vous avez des retours ? Ceux qui l'ont acheté sont contents. Souvent, ils se sont posé la question de savoir s'ils l'achetaient. Donc, voilà, on n'a pas eu trop de demandes de remboursement. En fait, c'est un des principaux enjeux. C'est pas un peu hors sujet, mais je veux dire, c'est effectivement non pas conquérir le monde, mais plutôt rentrer en dialogue avec des pays où il y a des traditions de fabrication qui sont différentes, avec des questions très bêtes de, en fait, quel logiciel est majoritairement utilisé. En France, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Resolve, il y a des industries où il y a beaucoup plus de Baselight, des choses comme ça. Pas forcément les mêmes systèmes d'exploitation, pas forcément les mêmes... voilà, mais par contre, ça crée des ponts qui sont très stimulants, et pour nous, les échanges avec les gens à l'étranger, c'est très marrant et sympa. Et surtout, en fait, on se rend compte... Est-ce qu'il y a un exemple qui te vient à la tête ? On se rend compte surtout que c'est comme souvent, en fait, quand on se fatigue à fabriquer des outils en disant « Ah, mais je suis sûr qu'aux États-Unis ils font comme ci, comme ça et tout », et qu'à l'inverse, on arrive à montrer ça dans des labos américains où ils disent « Vous êtes vraiment vachement embêtés et tout, c'est vachement bien, nous on n'a pas ça. Qu'est-ce que ça serait bien qu'on ait ça ?» Et donc en fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et les problèmes de pipe, de workflow, Paul qui est à Los Angeles présentait un peu les outils, a eu des discussions avec d'éminents directeurs photo américains qui disaient on a exactement les mêmes problèmes, les mêmes insatisfactions, les mêmes frustrations vis-à-vis de nos films respectifs et tout. Et donc ça passe, et surtout ça crée des ponts, et ça c'est sympa. C'est une manière un peu de faire dialoguer tout le monde, et on l'a vu entre le HDR et le SDR. C'est une sorte de programme pour traduire les problèmes d'image de tout le monde. Oui. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci.